lorsque Alexandra von Hohenberg, 35 ans, héritière de l'une des familles les plus riches de Munich, avec une fortune de plus de 300 millions d'euros, est entrée dans ce petit atelier de réparation automobile à la périphérie de la ville dans son fauteuil roulant et a poussé les roues avec ses gants, vêtue de ce tailleur beige qui coûtait plus que ce que le propriétaire de l'atelier gagnait en 6 mois. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un garçon de 7 ans s'approche d'elle dans un t-shirt rayé, la regarde avec ses yeux innocents et prononce ces mots qui allaient changer sa vie à jamais. « Ne t'inquiète pas, mon père va réparer tes jambes, il répare tout. » Et elle a ri de ce rire amer qu'elle avait appris au cours des 3 dernières années. Depuis un accident de voiture qui l'avait paralysée des hanches, elle riait parce que ce garçon ne savait pas que personne au monde ne pouvait réparer ses jambes. Mais elle a cessé de rire lorsqu'elle a vu un homme sortir d'une voiture, avec des mains graisseuses, qui la regardait avec des yeux ne montrant ni compassion ni timidité, mais seulement de la gentillesse, et elle ne se doutait pas que cet homme, veuf depuis 4 ans, allait en fait réparer quelque chose en elle. Pas les jambes, mais quelque chose de bien plus important, qu'elle avait cru mort à jamais. Si vous êtes prêts pour cette histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La Maserati d'Alexandra von Hohenberg avait commencé à faire un bruit étrange ce matin d'octobre, un bruit que son chauffeur avait ignoré, car il pensait que ce n'était rien de grave, jusqu'à ce que le moteur, au milieu d'une rue, s'arrête complètement à la limite de la ville de Munich, dans une zone industrielle qu'Alexandra n'avait jamais vue et n'aurait probablement jamais voulu voir. Le chauffeur avait appelé le service de remorquage du concessionnaire Maserati, mais il lui avait dit que cela prendrait au moins 3 heures, car tout le monde était occupé. 3 heures. Alexandra n'avait pas 3 heures à perdre. Elle avait une réunion importante dans l'après-midi, des documents à signer, une vie qui ne pouvait pas s'arrêter, juste parce qu'une voiture à 140 000 € avait décidé de la laisser dans le fossé. C'est là qu'elle a vu l'enseigne de l'atelier de l'autre côté de la rue. Werkstatt Weber, réparation automobile, était écrit sur l'enseigne délavée au-dessus d'un hall qui avait connu des jours meilleurs. Ce n'était pas le genre d'endroit où Alexandra avait jamais amené sa Maserati, pas le genre d'endroit où une femme comme elle avait jamais mis les pieds. Mais elle était désespérée, et le désespoir vous amène parfois dans les endroits les plus inattendus. Elle a dit au chauffeur de la pousser de l'autre côté de la rue, mais il a hésité et a regardé l'atelier avec suspicion. Alexandra l'a laissé sur place. Elle n'avait besoin de personne pour décider à sa place où elle pouvait aller et où elle ne pouvait pas aller. Elle avait entendu pendant 3 ans ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, et elle en avait assez. Elle alla pousser les roues de son fauteuil roulant avec ses gants en cuir, a traversé la rue seule et est entrée dans cet atelier qui sentait l'huile de moteur et la sueur, avec ses vêtements, qui coûtaient plus cher que tout ce qui s'y trouvait, réunis. Son sac Hermès, qu'elle avait acheté à Paris l'année dernière, reposait sur ses genoux inutiles comme un symbole de tout ce qu'elle avait et de tout ce qu'elle avait perdu. Alexandra von Hohenberg était l'une des femmes les plus enviées de Munich. Avant l'accident, elle avait parcouru des salles de conférence en talons hauts, avait couru des marathons pour le bien-être et avait dansé jusqu'à l'aube lors de soirées de la haute société. Maintenant, elle ne pouvait même plus sortir du lit seule, sans l'aide de quelqu'un. Elle avait tout l'argent du monde, mais elle ne pouvait pas acheter ce qu'elle désirait le plus, ses jambes. L'intérieur de l'atelier était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des murs bleus couvertes d'outils, accrochés dans un ordre que seul un mécanicien pouvait comprendre. Des tiroirs en métal, pleins de pièces détachées. Le sol taché d'huile. Il y avait 2 voitures sur les ponts élévateurs, une vieille VW Golf et une Opel Astra, et on pouvait entendre quelqu'un travailler sous l'une d'elles. Alexandra a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un vers qui se tourner, et c'est là qu'elle l'a vu. Un garçon d'environ 7 ans, en t-shirt rayé noir et blanc, jean et basket, qui la regardait avec la curiosité typique des enfants. Le garçon s'est approché et a demandé si sa voiture
était en panne. Alexandra a hoché la tête et a brièvement expliqué que sa voiture s'était arrêtée et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour la réparer. Le garçon a hoché la tête sérieusement, puis il a regardé le fauteuil roulant avec ses yeux innocents et a prononcé ces mots, qu'Alexandra n'oublierait jamais. Il a dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, que son père allait tout réparer, qu'il pouvait aussi réparer ses jambes. Alexandra a ri. C'était un rire amer, ce rire qu'elle avait appris au cours des 3 dernières années. Chaque fois que quelqu'un disait quelque chose de naïf sur son état. Elle riait parce que ce garçon ne savait pas, ne pouvait pas savoir, que ses jambes ne pouvaient pas être réparées. Mais le garçon n'a pas ri avec elle. Il la regardait avec ses yeux sérieux et disait que son père était le meilleur, qu'il réparerait tout. Une fois, il a même réparé le cœur de grand-mère quand elle était triste, et Alexandra a cessé de rire. À ce moment-là, l'homme est sorti de dessous l'Opel Astra. Il était grand, avec de larges épaules, des cheveux bruns ébouriffés et des yeux d'un brun chaud, qui semblaient en avoir trop vu. Ses mains étaient graisseuses, sa combinaison de travail bleu était maculée d'huile et son visage portait les traces de quelqu'un qui avait souffert, mais n'avait pas abandonné. Il s'appelait Marcus Weber, avait 40 ans et était le propriétaire de cet atelier, que son père avait ouvert il y a 50 ans. Il a vu la scène devant lui, son fils, qui parlait à une femme en fauteuil roulant, habillée comme si elle venait de sortir d'un défilé de mode, et a immédiatement compris ce qui s'était passé. Il s'est approché et s'est excusé pour les paroles de son fils, a expliqué que Maximilien n'avait que 7 ans et ne comprenait pas toujours ce qu'il était approprié de dire. Mais Alexandra l'a arrêté. Elle lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser, que le garçon était doux à sa manière, qu'elle était habituée aux commentaires sur son état et que celui-ci était l'un des plus amicaux qu'elle ait jamais eus. Marcus l'a regardé longuement, et Alexandra a remarqué que dans ses yeux, il n'y avait pas cette compassion qu'elle voyait dans les yeux de tous les autres. Il n'y avait pas cette timidité, ce malaise, ce désir de détourner le regard, que la plupart des gens ressentaient devant un fauteuil roulant. Il n'y avait que de la curiosité et peut-être un soupçon de respect. Il a demandé ce qu'il pouvait faire pour elle, et Alexandra lui a expliqué pour la Maserati, qui était de rester en panne de l'autre côté de la rue. Marcus a hoché la tête, a dit qu'il allait y jeter un coup d'œil et a quitté l'atelier, suivi de Maximilien, qui sautillait à côté de lui et lui parlait de la jolie dame avec les roues. Alexandra l'a regardé s'éloigner, ce grand homme aux mains sales et ce petit garçon qui courait à côté de lui, et a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle ne pouvait pas le nommer, ne savait pas ce que c'était. Mais c'était quelque chose de chaud, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui rappelait vaguement l'espoir. Une demi-heure plus tard, Marcus est revenu avec des nouvelles qui n'étaient pas bonnes. La pompe à huile était cassée, le moteur avait été endommagé. Il faudrait au moins 2 jours pour tout réparer. Alexandra pouvait appeler le service de remorquage de Maserati et faire transporter la voiture chez le concessionnaire, ou elle pouvait la laisser ici, et il ferait le travail pour la moitié du prix. Alexandra l'a regardé. Cet homme ne savait pas qui elle était, ne savait pas que l'argent n'était pas un problème, ne savait pas qu'elle aurait pu acheter cet atelier 100 fois sans s'en apercevoir, et pour une raison quelconque, elle s'est sentie libre. Elle a dit qu'elle laisserait la voiture, ici, et quand Marcus lui a demandé si elle devait être conduite quelque part, elle a dit non, qu'elle appellerait un taxi, qu'elle pouvait se débrouiller seule. Mais en quittant l'atelier, elle a entendu la voix de Maximilien l'appeler pour qu'elle revienne bientôt parce qu'il voulait lui montrer ses dessins. Et Alexandra a souri pour la première fois en 3 ans. Un vrai sourire. Alexandra était revenue le lendemain. Elle a dit qu'elle voulait juste voir comment se passait la réparation, qu'il était normal de vouloir savoir comment allait sa voiture. Mais elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Quand elle est arrivée, elle a trouvé l'atelier plus calme que la veille. Seule sa Maserati se trouvait sur l'un des ponts élévateurs. Marcus travaillait sur le moteur et Maximilien était assis sur un tabouret à côté de lui et dessinait dans un carnet. Maximilien l'a vue le premier et a couru vers elle, criant qu'elle était bon,
revenu, qu'il avait fait un dessin pour elle. Il lui a montré une page avec quelque chose qui ressemblait à une voiture, avec des roues énormes, et une figure stylisée à côté, avec de longs cheveux et des roues à la place des jambes. Il a dit que c'était elle, la jolie dame avec des roues, et les roues toutes sur le dessin étaient dorées parce qu'elles étaient quelque chose de spécial. Alexandra a pris le dessin avec des mains légèrement tremblantes et a senti ses yeux se remplir de larmes qu'elle ne laissait pas couler. Personne ne lui avait jamais fait un tel cadeau. Personne ne l'avait jamais vu comme quelque chose de spécial au lieu de quelque chose de brisé. Marcus s'est approché et s'est essuyé les mains avec un chiffon. S'est excusé encore pour son fils. Mais Alexandra l'a interrompu. Elle lui a dit que ce dessin était la plus belle chose qu'elle ait été reçue depuis des années, et elle le pensait sérieusement. Ils sont restés silencieux un instant. Puis, Marcus lui a offert un café. L'atelier avait un petit coin avec une machine à café et une petite table. A-t-il dit « Rien de spécial, mais le café était bon. » Alexandra a accepté. Pendant qu'ils buvaient leur café, avec Maximilien qui dessinait à côté d'eux, Marcus lui a raconté son histoire. Il a raconté comment son père avait ouvert cet atelier il y a 50 ans, comment il avait grandi dedans entre les vis, les clés et les moteurs, comment il avait épousé la femme qu'il aimait à l'âge de 25 ans et avait eu Maximilien à l'âge de 33 ans. Il a parlé de Sophie, sa femme, qui était morte d'un cancer il y a 4 ans et l'avait laissée seule pour élever un enfant de 3 ans. Il a parlé des nuits sans sommeil, des larmes cachées d'épuisement, d'être père et mère en même temps. Alexandra a écouté calmement, et quand Marcus a eu fini, elle lui a raconté son histoire. Elle a parlé de l'accident de voiture il y a 3 ans, comment un camion s'est mis en travers de sa route alors qu'elle rentrait d'une fête, comment elle s'est réveillée 3 semaines plus tard à l'hôpital et ne pouvait plus bouger ses jambes. Elle a parlé de la rééducation, des espoirs et des déceptions, des médecins qui lui avaient dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Elle a parlé de la solitude, de la façon dont tous ceux qu'elle croyait être ses amis avaient disparu les uns après les autres, de la façon dont son fiancé l'avait quittée 6 mois après l'accident. Elle a raconté comment elle était retournée travailler dans l'entreprise familiale, comment elle dirigeait un empire d'1 milliard de dollars depuis son fauteuil roulant, comment tout le monde la respectait pour son sens de la raison, mais personne ne voyait en elle plus qu'une femme. Elle a parlé des nuits où elle pleurait silencieusement dans son appartement à 10 millions d'euros, entourée de tout le luxe que l'argent pouvait acheter, mais complètement seule. Elle a raconté comment les gens la regardaient avec pitié, comment les hommes qui la convoitaient la plaignaient désormais, comment elle était devenue invisible, bien qu'elle soit assise dans un fauteuil que tout le monde pouvait voir. Elle a dit que parfois, elle se sentait plus brisée intérieurement qu'extérieurement, que ses jambes n'étaient que la partie visible de tout ce que l'accident lui avait enlevé. Vous aimez cette histoire? Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, la vidéo continue. Ils ont parlé pendant des heures, oublié le temps, oublié qui ils étaient et d'où ils venaient, 2 personnes solitaires qui avaient même trouvé quelqu'un capable de comprendre leur douleur. Le café a refroidi dans les tasses. Le soleil s'est couché derrière les halls industriels et Maximilien s'est endormi sur son tabouret, le crayon encore à la main. Et quand Alexandra est partie, ce soir-là, elle savait que quelque chose avait changé, quelque chose avait bougé dans son cœur, qu'elle pensait être mort. Dans les jours suivants, Alexandra était venue à l'atelier tous les jours. Elle trouvait toujours une excuse. La voiture avait encore besoin d'une vérification. Elle pensait avoir entendu un bruit, mais elle et Marcus savaient tous les deux que les excuses n'étaient que des excuses. Maximilien était toujours heureux de la voir. Il lui montrait ses dessins, lui racontait ses journées à l'école, parlait de son chien Bruno, qui était très vieux, mais jouait encore avec lui dans le jardin derrière la maison qui était construite sur l'atelier. Il lui parlait de ses amis, de l'enseignant, qui était strict mais juste, de ses rêves pour l'avenir. Et chaque fois qu'elle le voyait, Alexandra sentait cette chaleur en elle, qui grandissait de plus en plus.
cette inclination envers cet enfant, qu'elle n'avait pas porté, mais qui devenait lentement une partie de son cœur. Marcus était plus réservé, plus prudent. Alexandra voyait une lutte dans ses yeux, la peur de s'ouvrir à nouveau, la peur de perdre quelqu'un d'autre. Mais elle voyait aussi autre chose, quelque chose qui ressemblait à ce qu'elle ressentait. Cette étincelle qui s'allume quand on trouve quelqu'un qui nous fait nous sentir vivants. Un soir, après la fermeture de l'atelier, Marcus l'a invitée à dîner. Rien de spécial, a-t-il dit, juste des spätzle au fromage et un verre de vin dans la maison à côté de l'atelier, avec Maximilien, qui ne la laisserait probablement pas parler tout le temps. Alexandra a accepté. La maison était petite, mais confortable, pleine de dessins de Maximilien sur les murs et de photos d'une femme blonde qu'Alexandra a compris être Sophie. Marcus cuisinait, tandis que Maximilien mettait la table avec l'aide d'Alexandra. Le dîner était simple, mais bon. Des spätzle au fromage, selon une vieille recette familiale que sa grand-mère lui avait apprise. Du pain frais de la boulangerie du quartier, un verre de vin rouge, que Marcus avait acheté pour cette occasion. Bien qu'il ne boive habituellement que de la bière, tout était si différent des dîners auxquels Alexandra était habituée. Ces dîners dans des restaurants étoilés, où un repas coûtait plus cher que ce que Marcus gagnait en une semaine, où tout le monde parlait affaires et personne ne parlait de quelque chose qui comptait vraiment. Maximilien parlait de tout, de l'école, du chien, de ses amis, de son rêve de devenir mécanicien comme son père, quand il serait grand, et quand il s'est enfin endormi sur le canapé. Marcus l'a porté au lit, l'a couvert avec cette tendresse qu'ont les pères, qui ont dû apprendre à être des mères, et est revenu s'asseoir à côté d'Alexandra. Ils sont restés silencieux longtemps et ont regardé les photos sur les murs. Puis Marcus a dit quelque chose qu'Alexandra n'attendait pas. Quand il l'avait vu venir à l'atelier le premier jour, il avait d'abord remarqué ses yeux, pas le fauteuil roulant. Il lui a dit que ses yeux étaient tristes, tristes comme les siens. Il lui a dit que ces derniers jours, il avait vu comment ses yeux changeaient, devenaient de plus brillants, et il espérait qu'il y était pour quelque chose. Alexandra n'a pas répondu par des mots. Elle s'est penchée depuis son fauteuil roulant et l'a embrassé. Les semaines suivantes furent de les plus belles de la vie d'Alexandra. Elle passait chaque moment libre à l'atelier, regardait Marcus travailler, jouait avec Maximilien, devenait partie intégrante de cette petite famille. Mais tout n'était pas facile. Sa famille n'aimait pas ça. Quand sa mère a découvert qu'elle était avec un mécanicien de banlieue, elle a eu une crise d'hystérie. Son frère a menacé de la licencier. Ses partenaires commerciaux la regardaient avec suspicion. Mais Alexandra n'a pas abandonné. Pour la première fois, en 3 ans, elle avait trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle épaule était. Un soir, après une autre dispute avec sa mère, Alexandra est allée à l'atelier et a trouvé Marcus qui l'attendait. Il avait entendu les rumeurs, savait ce que les gens disaient, savait que sa famille ne l'acceptait pas. Il lui a dit qu'il comprendrait si elle ne voulait plus le voir. Il a dit qu'il ne voulait pas être un fardeau. Peut-être que sa mère avait raison. Et qu'elle méritait quelqu'un de mieux qu'un mécanicien veuf avec un enfant. Et Alexandra s'est mise en colère. Elle s'est mise en colère comme elle ne l'avait plus été depuis des années. Avec cette colère qui vient des profondeurs. Elle lui a dit qu'elle en avait assez qu'on lui dise ce qu'elle méritait et ce qu'elle ne méritait pas. Elle lui a dit que toute sa vie, les gens lui avaient dit quoi faire. Elle lui a dit que l'accident avait pris ses jambes, mais avait aussi ouvert ses yeux. Elle lui a dit qu'elle l'aimait lui, et l'amour de Maximilien, et l'amour de cet atelier stupide qui sentait l'huile et la sueur. Elle lui a dit que peu lui importait ce que pensait sa mère ou son frère ou le monde entier. Elle lui a dit que pour la première fois, en 3 ans, elle se sentait vivante et que c'était son mérite. Marcus l'a regardée longuement, puis il l'a prise dans ses bras, l'a tirée du fauteuil roulant et l'a tenue serrée pendant qu'elle pleurait des larmes, qui n'étaient bien et pas de tristesse, mais de libération. 1 an plus tard, Alexandra von Hohenberg est devenue Alexandra Weber. Ils se sont mariés au printemps dans une petite église de village à l'extérieur de Munich.
loin des feux de signalisation et des journalistes qui essayaient de transformer leur histoire en scandale. Les lecteurs de la presse de boulevard avaient tout écrit, de la héritière qui a perdu la tête à cause d'un mécanicien, de la femme en fauteuil roulant qui se contentait de n'importe qui parce que personne d'autre ne voulait d'elle. Mais ils s'en fichaient. Ce qu'ils avaient était réel, et rien de ce que les journaux écrivaient ne pouvait changer cela. Il n'y avait qu'elle là-bas, Maximilien, qui portait les alliances avec le sérieux de quelqu'un qui a une tâche très importante, vêtu de son premier costume. Quelques vrais amis des deux qui croyaient en elle comme personne d'autre, et la mère d'Alexandra, qui avait finalement accepté. Elle avait vu sa fille heureuse pour la première fois depuis des années, avait vu cette lumière dans ses yeux qu'elle croyait éteinte à jamais et avait compris que l'argent et le statut ne signifiaient rien si vous n'aviez personne qui vous aimait vraiment. La vie n'était pas parfaite. Alexandra était toujours assise dans le fauteuil roulant. Elle resterait assise dans le fauteuil roulant pour toujours. Et il y avait des jours difficiles, des jours où la frustration prenait le dessus, des jours où elle voulait juste marcher à côté de son mari et lui tenir la main. Mais alors, elle voyait Marcus, qui la poussait à travers le jardin anglais les dimanches ensoleillés, voyait Maximilien qui courait devant eux et Bruno qui poursuivait le chien, voyait la vie simple et vraie qu'ils avaient reconstruite ensemble, loin des lumières et des attentes de la société, et comprenait que les jambes n'étaient que des jambes, que ce qui comptait vraiment était le cœur, et son cœur n'avait jamais été aussi plein. Elle avait découvert que le bonheur n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir ou des jambes fonctionnelles. Le bonheur, c'était le rire de Maximilien au petit déjeuner, les mains de Marcus caressant son visage avant qu'elle ne s'endorme, l'odeur de l'atelier où elle se sentait maintenant chez elle. Le bonheur, c'était d'appartenir à quelqu'un, d'être aimé, non pas malgré ses limites, mais avec elle. L'atelier était resté ouvert. Alexandra avait offert à Marcus tout l'argent qu'il voulait pour l'agrandir, mais il avait refusé. Il l'aimait comme ça, a-t-il dit, petit et vrai, mais il a accepté un compromis. Alexandra a fait construire une rampe à l'entrée pour qu'elle puisse entrer et sortir quand elle le voulait, sans demander de l'aide à personne. Elle a fait installer des toilettes accessibles, a fait élargir quelques passages entre les voitures. Pas pour elle, a-t-elle dit à Marcus, quand il a protesté qu'elle dépensait trop, mais pour d'autres clients qui pourraient en avoir besoin, pour d'autres personnes comme elle qui méritaient d'être traitées avec dignité partout. Marcus l'a regardée avec ses yeux aimants et a compris que cette femme extraordinaire n'utilisait pas sa richesse pour gaspiller, mais pour aider, pas pour acheter des choses, mais pour changer le monde par de petits gestes. Et chaque jour, pendant que Marcus travaillait sous les voitures et que Maximilien faisait ses devoirs dans le coin, Alexandra s'asseyait dans le petit bureau et dirigeait son empire avec l'ordinateur portable sur les genoux, prouvant à tous ceux qui doutaient d'elle qu'elle pouvait être une femme d'affaires, prospère, même depuis un fauteuil roulant, même depuis un atelier de réparation automobile à la périphérie de Munich. 3 ans plus tard, une surprise est arrivée. Les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. L'accident avait causé trop de dégâts. Mais ils avaient tort. Lena était née par une nuit d'été, une petite fille avec les yeux bruns de son père et le sourire radieux de sa mère. Et quand Alexandra l'a tenue dans ses bras, elle a pleuré toutes les larmes qu'elle avait retenues pendant des années. Elle a pleuré de joie, de gratitude, pour toutes les fois où elle avait cru que sa vie était finie alors qu'elle ne faisait que commencer. Marcus a pleuré avec elle, lui a tenu la main comme il l'avait fait pendant tout l'accouchement, lui a murmuré qu'elle était la femme la plus forte qu'il ait jamais connue. Il était reconnaissant chaque jour pour cette Maserati en panne qu'il avait amenée à son atelier. Maximilien était le grand frère le plus fier du monde. Il montrait Lena à tous ceux qui venaient à l'atelier, leur disait que sa sœur était la plus belle petite fille du monde et que quand elle serait grande, il lui apprendrait tout sur les moteurs. Il est devenu un grand frère attentionné, toujours prêt à courir quand Lena pleurait, toujours prêt à lui montrer ses jouets préférés.
bien que le bébé soit trop petit pour le comprendre. Et un soir, alors qu'ils étaient tous assis dans le jardin et regardaient Zoé, les étoiles, Léna dormant dans sa poussette et Maximilien blotti contre le chien, Marcus a pris la main d'Alexandra et lui a dit que Maximilien avait eu raison depuis le début. Elle l'a regardé avec confusion et a souri. Il a dit que son fils avait dit qu'il réparerait tout. Et il avait réparé le plus important de tout. Il avait réparé son cœur et elle avait réparé le sien. Alexandra a regardé sa famille, cette famille étrange et improbable qu'elle avait trouvée par hasard dans un atelier de réparation automobile à la périphérie de Munich et a compris que Maximilien avait raison. Certaines choses ne se réparent pas. Les jambes, par exemple, elles se restaient immobiles et inutiles comme au premier jour, mais d'autres si. Et parfois, les choses semblent brisées pour toujours. Il faut juste la bonne personne pour qu'elles fonctionnent à nouveau. Elle était brisée intérieurement, bien plus qu'extérieurement, brisée dans l'espoir et la confiance et dans la capacité d'aimer. Et Marcus l'avait réparée, pièce par pièce, jour après jour, avec la même patience et le même soin avec lesquels il réparait les moteurs des voitures. Et elle l'avait réparée, ce veuf triste qui avait cessé de croire que la vie pouvait lui donner quelque chose de beau. Ensemble, ils s'étaient réparés l'un l'autre, et c'était le seul miracle dont ils avaient besoin à la fin. Quand cette histoire vous a rappelé que le véritable amour ne regarde pas les apparences, et que parfois, les personnes les plus improbables sont celles qui peuvent nous réparer. Laissez une trace de votre visite avec un cœur. Et si vous voulez soutenir ceux qui racontent des histoires qui touchent le cœur, vous pouvez le faire avec un merci sincère grâce à la fonction « Super merci » ici-bas. Chaque geste compte, tout comme le geste de ce garçon qui a dit à une femme en fauteuil roulant que son père pouvait réparer ses jambes et lui a montré le chemin du bonheur.